mes chers auditeurs. Non, téléspectateurs, nous sommes à la télévision, pas à la radio. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai un petit édito que je vais vous lire, que de temps en temps j'en fais un. Ainsi rédigé, nous sommes à la veille de fêter le 3e anniversaire de Zitata. Vous ne saviez pas ça. Nombreux sont ceux qui, quoi que nous trouvons très sympathique et prêts à nous dispenser une aide, même si elle était symbolique à l'époque, n'auraient pas parié sur notre survie dans ce paysage médiatique encombré et surtout marqué par la présence de médias lourds et importants. Saïdi pourrait nous en parler. Surtout aspirant quasiment l'intégralité des ressources des annonces publicitaires, le nerf de la guerre de tout média dans notre système libéral. Mais nous sommes encore là. Et pour notre part, à la barre, nous là, il manque Daniel, à la barre de votre émission d'information à contretemps. Et je crois que nous avons tenu parole, vous offrant chaque semaine une réflexion qui fait appel à votre bon sens, votre sens de la critique, à votre intelligence et à votre cœur. Ah! Et cela, c'est pas un gros mot. Et cela, je peux le faire grâce à de fidèles partenaires qui n'ont pour seul objectif que de faire le juste, le bien et le vrai. Je vous remercie. Ces partenaires sont dans l'ordre, pas l'ordre géographique. Emmanuel, qui va nous parler d'une analyse qui a circulé dans la presse, ainsi que sur les réseaux sociaux. Quand grandir en Outre-mer, je crois que c'est le travail de l'UNICEF, quand grandir en Outre-mer est loin d'être un jeu d'enfant. Et puis également du devoir de visite, la fausse bonne idée de Macron qui est d'obliger, ou sinon de sanctionner les pères, c'est important pour nous en Martinique, où la matrifocalité est reine. Et il va nous parler de faits divers qui m'a touché et me perturbe encore. Je ne l'avais pas averti, et aussi beaucoup de Martiniquais, je le cite. Le 12 mai 2022, la paisible commune de Grand-Rivière bascule dans l'horreur. Olivier Mariello, 48 ans, perd la vie, mortellement blessé par des individus s'étant introduits à son domicile. 2 ans après, la douleur est toujours aussi vive pour les proches. Et pour revenir à ses préoccupations premières, je te donne la parole. Tu vois, ça, c'est en relation avec l'histoire que tu as racontée hors caméra. Il vient de parler de la démolition du controversé silo à grains de Ducos. Je pense que tu vas te délecter. Pas de grains, mais du silo, enfin de la destruction du silo. De la question de l'eau de Cap-Nord, de l'utilisation des forages, et plus particulièrement du fait que la CACEM s'est exprimée, et aussi le président de la collectivité qui a réuni les patrons des PCI, c'est comme ça qu'on dit ça, et pour mettre à plat le problème de l'eau en ce moment. Une petite respiration, une petite blague, vraiment d'un homme de la rue qui me dit « Où ça va, Magaï ?» On ne dit plus ça au fait, on dit « Est-ce qu'on y de l'eau ?» Christian. Eh bien, je n'ai pas ni de l'eau, je crois. Oui, non, mais... Alors, quand même, je n'ai pas ni de l'eau depuis une semaine. Mais on est de l'eau là, mais au pied de chez toi. Attends, écoutez bien ça, Macadou. Qui quartier? J'appelle Villa ensemble. Robert. Oui, Robert. Alors, en 2 mots, 4 paroles, à un moment donné, il m'a dit, je vais essayer de crier. Donc, j'ai cherché SME, Robert et tout. Quand j'ai essayé d'appeler, il dit, fais le 1, fais le 2, fais le 3. Vous connaissez le système. Et puis après, tu tombes sur une bonne enregistreur qui a dû laisser un message. Alors, au fond, comme je suis un peu puriste, en même temps, j'ai beaucoup d'illusions, je me dis, dans une situation comme ça, on peut comprendre qu'il y a des problèmes de l'eau. Enfin, je pense que tu vas en parler. Mais au moins, le service client, tu vois, répondre au téléphone. Non, je fantasme un peu. Ah oui, vous comprenez? Mais si on n'a pas un pays, quand même, qui arrive à sociablement créer les conditions d'une écoute, d'une information. Tu vois, j'appelle, je paie de l'eau, je suis client du service des eaux. Alors, je comprends les problématiques, mais je suis démuni de toute faculté de me défendre ou d'exprimer un propos. Voilà, enfin, je vous le cite quand même. Je vais récupérer ça, je vais découper ça. Merci. Et puis je vais En tous les cas, Christian va nous parler de Stéphane Plaza qui souhaite implanter ses agences immobilières dans les territoires d'outre-mer. Pas pour votre position contre lui, pour lui. Enfin, je ne vais pas orienter son réflexion, je ne donne aucune consigne. Je vais vous montrer comment on se nourrit, les réseaux sociaux, notre actualité se nourrit de petites choses comme ça, et puis on lui répond. À un moment, on n'arrive pas à se brosser les dents. Jingle. Et l'artiste. Et puis Christian va nous parler aussi de Gilles Rosine, extraordinaire pianiste,
sobre, discret, etc. On va commencer par l'actualité. On va parler de la démolition du silo de grains à Ducos. Alors, je vais faire le pitch, ça veut dire, je parle comme les jeunes, excusez-moi, je suis jeune. Dans une décision rendue le 23 avril, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel, tu me contredis si je me trompe, la Cour d'appel de Martinique du 15 décembre 2022, qui avait ordonné la démolition du silo de grains à Ducos. L'actualité, on a parlé, on a montré des photos. Hein. Elle a confirmé, absolument, ouais. Pas affirmé. Ouais. Elle a rejeté le pourvoi des prévenus, savoir Agriprod et Madivial, ainsi que celui des parties civiles, notamment la SOPAMAR et l'association France Nature et Environnement. L'arrêt de la Cour d'appel de Martinique avait condamné donc effectivement à des sommes lourdes, 2 000 € pour Vladimir Ayotte, 50 000 € pour la société Agripod. Tu vas nous expliquer qui est Agripod par rapport à Madivial. Depuis sa destruction du bâtiment, on va peut-être le voir à l'écran, on va voir les photos, la destruction du bâtiment a été ordonnée. À vous la parole, monsieur. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans une affaire plus globale qui est l'affaire Madivial, on va appeler ça comme ça. Alors, je suis partie prenante, donc ça m'est difficile, mais je vais faire abstraction puisque j'ai été attaqué pour diffamation par Madivial et Ange Milia, qui est le président de Madivial. Rappelons que Madivial est une coopérative d'éleveurs. Donc, ce sont des gens qui produisent des lapins, des porcs, des volailles, grosso modo. Des bœufs? Non, pas les bœufs. Pas les bœufs. Ah oui, effectivement, il y a une coopérative pour les bœufs. Ça s'appelle la CODEM, qui ne fait pas partie de Madivial. Alors, Madivial, c'est un système qui aujourd'hui a pour objectif de produire. Mais depuis plusieurs années maintenant, Madivial est l'objet d'un certain nombre d'interrogations et parfois d'attaques. Et là, c'est la SOPAMAR qui attaque Madivial, qui attaque plus précisément une filiale de Madivial qui s'appelle Agriprod. Donc c'est une filiale de Madivial. Voilà le lien. Donc cette société Agriprod devait, à partir d'un silo à grains, entre guillemets, en fait d'aliments pour bétail, on va dire ça comme ça, distribuer et venir en concurrence à une production locale qui existe déjà depuis plusieurs années. Alors l'idée est la suivante, c'est on fait un silo et on vient concurrencer une production locale, mais ce silo est érigé dans des conditions très particulières. Il est érigé sur un terrain agricole. Il est érigé avec un permis de construire dont la justice va dire qu'il est illégal. Et donc, la SOPAMAR attaque. Il y a une première instance où la SOPAMAR gagne. Il n'y a pas que la SOPAMAR, il y a France Nature, 2 associations écologistes, les dirigeants d'Agriprod et puis les gens qui sont autour d'eux, c'est-à-dire le propriétaire du terrain, M. Ayotte. Alors, ce n'est pas Bernard Ayotte, pour ceux qui font des confusions. Et puis, un certain nombre d'autres intervenants, que je ne vais pas citer ici, sont condamnés en première instance. Ils font appel. Ils sont condamnés à nouveau en appel. Ils vont en cassation. Et la cassation dit, stop, le jugement rendu en appel est le bon. Donc, vous verrez pour les condamnations directes et indirectes, mais je confirme la destruction du silo. Alors moi, je veux apporter un élément qui est quand même relativement troublant. C'est que dans ce silo, il y avait 60 tonnes d'aliments périmés. À un moment donné, puisqu'ils ne pouvaient pas vendre les aliments, puisque la justice s'était emparée du dossier. Alors non seulement la société Agripod a été condamnée à détruire le silo, a été condamnée à une astreinte journalière en cas de non-destruction. Donc il y a des sommes colossales à payer là, puisque à ce jour, le silo n'est toujours pas détruit. Mais les 60 tonnes d'aliments périmés devaient être détruits. Ils devaient être amenés aux prêcheurs dans un établissement spécialisé. Et il semblerait que ces aliments aient été transportés, non pas aux prêcheurs, mais aux Lorrains, sur une propriété agricole, et qu'ils aient été déversés dans la rivière Capot. Ça se passe en 2019. Les conséquences sont les suivantes. Alors, il y a une enquête en cours. Ces aliments déversés dans la rivière, donc on connaît aujourd'hui
les circonstances très précises. Et il semblerait que le déversement de ces 60 tonnes dans la rivière ait provoqué l'arrêt, c'est pour faire le lien avec notre sujet de l'eau, l'arrêt de l'usine de Vevey pendant plusieurs semaines. Donc, imaginons que ça soit arrivé. Alors, c'est arrivé pendant une période de sécheresse. Okay. L'usine est arrêtée parce qu'on a trouvé, au cours des contrôles qui sont faits quotidiennement dans l'usine, dans l'eau des bromates. Et des bromates, donc particules chimiques cancérigènes. Okay. Voilà le scandale permanent qui existe dans cette affaire Madivial. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le président de Madivial n'a toujours pas compris que, en fait, personne ne lui en veut personnellement. Les gens qui attaquent Madivial a perdu 20 procès au total, dont les 2 miens, plus celui-là. Là, il y a eu 3 procès quand même. Qu'il faut simplement remettre les choses à plat et dans l'ordre, on va dire, de fonctionnement normal, parce que Madivial, c'est quand même un énorme progrès par rapport à ce qui existait. Mais la problématique majeure, c'est celle-là, c'est de dire, est-ce qu'on peut arrêter un système qui emprunte à un certain nombre qui organise des pratiques qui ne sont plus de notre temps. Et il faut probablement arrêter tout ça, mais il y a une espèce d'obstination, à tel point que, et je reprends les médias, le président de Madivial dit que de toute façon, il est soutenu par le président Macron. Oui. Et que, grosso modo, ce silo ne sera jamais détruit. Attends, il faut qu'on établisse ce que nous appelons dans le jargon de mon métier le principe du contradictoire. Tu avais effectivement donné, tu étais rentré dans le deuxième volet, qui est le volet, si tu veux, synthétique de pour ou contre, et maintenant la synthèse. D'abord, préciser que c'est Vladimir Ayotte qui a été condamné à 2000 €, et non pas Bernard ou un autre Ayotte, premièrement. Deuxièmement, que, tu l'as dit, Agripod en réalité, c'est une filiale, une émanation de Madivial. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand même, Ange Milia a quand même s'est exprimé, et je suis peut-être prêt à le reconnaître, sur l'importance du silo pour l'agriculture martiniquaise et la souveraineté alimentaire de l'île, à condition qu'il puisse parvenir avec des aliments importés à faire des prix plus bas que des aliments produits ici, puisqu'il y a une unité de production d'aliments ici qui s'appelle Martinique Nutrition Animale. MNA. Deuxième point, que le silo est un outil agricole de stockage sur un terrain agricole qui a pris la place de bâtiments existants de longue date. Ça a été vidé dans le cadre du procès, mais il le dit quand même, donc je le dis, parce qu'il faut exposer ses arguments. Enfin, il dit avoir eu une récente rencontre avec le président Macron, je reporte un argument, il ne le prouve pas, donc il le dit, et je pense que, comme tu viens de lui suggérer, très fair play, il faut arrêter, il faut être plus raisonnable, adopter une ligne un peu plus sobre. Stéphane Plaza souhaite implanter ses agences immobilières dans les territoires d'outre-mer. On est vraiment là dans les choses étranges. Alors, je ne suis pas spécialement téléphile, mais ça m'arrive de capter ce monsieur, M. Plaza. On peut dire qu'il a une notoriété réelle qui grandit. Il a toujours à côté de lui de belles petites dames. Et puis il est très charmant dans sa capacité l'animateur, en même temps de décorateur, puisqu'il est dans une démarche inventive, qui est assez intéressante. Alors c'est vrai que sa notoriété fait que, vous savez, quand on a de la notoriété, on perd un peu on perd pied. On décolle. Oui, c'est ça, on décolle, merci. C'est artistes, c'est des grands comédiens ou autres, on décolle. Effectivement, alors, je crois qu'il a certains projets immobiliers aux Antilles. Et effectivement, il est très heureux, manifestement, de venir aux Antilles. Et il se sent pousser des ailes. Et puis il dit, voilà, son propos, c'est tel un Christophe Colomb, je navigue sur les flots pour une nouvelle aventure stratosphérique. Implanter Stéphane Plaza Immobilier dans ce merveilleux île d'outre-mer. Et puis il dit, on commence par la Guadeloupe. Quand tu entends ça, tu te dis, purée, ça, c'est qu'à venir, tu vois. Et effectivement, Stéphane Plaza, on ne peut pas lui en faire grief, mais il n'a pas en tête notre histoire.
Christophe Colomb, la lecture qu'on a de Christophe Colomb, les nombreuses manifestations où on a un peu remis les choses en place. Oui. A-t-il découvert l'Amérique? Ça veut dire quoi découvrir l'Amérique? Quelle a été la situation des populations, effectivement, qu'il a découvert? Comment il a tué des gens? Alors, effectivement, notre président, Letchimy, n'a pas la nécessaire passé. Il ne l'a pas raté. Il ne l'a pas raté. Et d'ailleurs, Serge Letchimy lui rappelle, qu'il est toujours très propre, il lui rappelle que la première règle à intégrer quand on va dans un territoire, c'est de connaître l'histoire. En se comparant à Christophe Colomb, vous épousez la vie de meurtrier, tortionnaire, responsable de massacre. Bon, Stéphane Plaza, je crois qu'il est fair play aussi, parce qu'il a quand même exprimé ses excuses, quoi. Je crois que, bon, c'est comme tu dis, c'est un épiphénomène. Il ne faut pas non plus qu'on y accorde une importance trop significative. Mais je crois effectivement que, d'un côté, nous avons nos réalités. Hein, on peut faire un petit clin d'œil à la Nouvelle-Calédonie, actuellement. Nous avons nos propres réalités, notre histoire, nos susceptibilités. Et puis, il y a aussi pas légèreté, mais les Français ne mesurent pas aussi parfois leurs paroles, quoi. Donc je pense que Stéphane Plaza, il a eu des propos mal placés, quoi. Je vais vous dire ce qui m'a plu dans cette affaire. C'est d'abord sa communication. Alors le texte, si vous le relisez dans la presse, il est ponctué de petites fautes que le communicant, n'est-ce pas, n'aurait pas pu laisser passer. C'est à laisser croire qu'il a fait lui-même. Sous l'instinct qu'il n'a pas, il a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, mais qu'il n'est peut-être pas un féru d'orthographe. Donc il y a une petite faute bien placée pour que ça soit naturel. Et puis aussi des petits termes précis qui touchent maintenant. Il a réfléchi maintenant à la mentalité, à ce qui existe, comme à la sensibilité, à ce qui peut toucher. Donc ça donne que les agences immobilières, je tiens à préciser qu'elles fonctionnent de manière indépendante, en tant que franchisées. Donc, je ne suis pas Colomb, parce que les gens ont une franchise, ils leur fait gagner de l'argent. L'immobilier, autrement, pour le bien-être des Guadeloupéens. J'ai déjà aidé 2 porteurs de projets pour des centres médicaux. C'est pas à faire des immeubles de luxe et de tout. Moi, j'ai trouvé ça superbe, intéressant, avec beaucoup de détachement, parce qu'en fait, c'est un épiphénomène. Oui, et j'ai trouvé que tout ça est très bien fait et qu'en quelque part, ça va peut-être permettre de comprendre un petit peu ce que nous sommes, comme tu l'as dit, je plagie, ce que nous sommes avec notre sensibilité, notre histoire, notre culture. Mais il ne faut pas non plus en faire un plat. Et dis, parle-nous de l'eau de Cap-Nord, l'utilisation. Et puis, sois pas trop méchant avec personne, là, s'il te plaît. Mais il n'est pas méchant. Pourquoi? Non, il n'est pas méchant. Je vais essayer de vous dire la réalité. D'accord. On tourne ces temps-ci à 360 degrés en permanence quand on est un homme politique, parce qu'on ne sait pas d'où ça peut venir. D'où le jet, sans jeu de mots, peut venir. Bon, la problématique de l'eau n'est pas nouvelle. Vous vous rappelez qu'on a eu des sécheresses monumentales au cours des dernières années, dont celle historique en plein Covid en 2020. Okay? À l'époque, le préfet fait venir tout le monde. Cazel, il tape du poing sur la table et il dit « Demain matin, vous mettez de l'eau dans les tuyaux, quel qu'il soit, vous partagez l'eau et je veux que tout le monde ait de l'eau. » Et quelques jours plus tard, tout le monde a eu de l'eau. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une sécheresse qui est beaucoup plus dure que celle de 2020. Elle rappelle une sécheresse qui a eu lieu en 1973. Personne ici ne s'en souvient. Qui a été terrible. Donc, historiquement, nous avons affaire de temps en temps à des sécheresses comme celle-là. Alors, pourquoi il y a de l'eau en Martinique? Il y a de l'eau tout simplement parce qu'on a des montagnes. Il y a des îles. Alors, bon, on se plaint, hein, mais il y a des îles dans la Caraïbe, là, qui n'ont pas d'eau depuis... Toujours, depuis leur existence, depuis leur apparition. Depuis leur apparition. Anguille, Saint-Kitts, Nevis, Cayman Islands, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Barbade. Barbade, pas les montagnes. Hein. Donc l'eau, c'est ce qui s'est accumulé, la mer, évidemment, et l'eau qui s'est accumulée dans le sous-sol depuis des siècles. Bon, donc, mais c'est pas une raison pour être heureux. On est malheureux et l'eau c'est un bien fondamental. Alors qu'est-ce qui se passe? L'idée est la suivante. Le marché n'est pas colossal. Les gens disent ah ouais, mon non, il y a des milliards dans l'eau, c'est mon lac à manger de l'eau. Non, bon, grosso modo, il y a 60 millions de mètres cubes qui sont vendus à 4 € en moyenne aux consommateurs. Ça fera 250 millions d'euros. 250 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires annuel, 250 millions d'euros par an. C'est le chiffre d'affaires annuel de 3 hypermarchés. C'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde. La consommation en Martinique, c'est 4 milliards d'euros. Donc, consommation globale, hein, tout confondu,
Le business en Martinique, tout confondu, c'est 60 milliards d'euros. Le PIB de la Martinique, la création de richesse, c'est 10 milliards d'euros par an. Donc, 250 Quand millions. tu dis ces chiffres-là, ce sera un peu plus lent. Je vais les répéter rapidement. Toutes les dépenses confondues, c'est 60 milliards d'euros par an. Le PIB de la Martinique, c'est-à-dire la richesse créée entre ce qu'on a récupéré, ce qu'on a dépensé, qu'on fait la soustraction, c'est 10 milliards d'euros par an. Okay. Donc, c'est des sommes colossales. Donc, 250 millions d'euros, c'est pas non plus. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Par contre, 250 millions d'euros sur 10 ans, ça fait 2,5 milliards d'euros. Donc, tu imagines bien que ça, les contrats qui sont signés entre les hommes politiques, on va dire ça comme ça, sans caricaturer, sans les attaquer, et les techniciens qui vont mettre de l'eau dans vos robinets, sont des contrats sur plusieurs années, parfois sur 10 ans. Et 10 ans, le type qui vient sur le marché se dit, il ne réfléchit pas en se disant c'est 250 millions, c'est 2,5 milliards. Et évidemment, 2,5 milliards, c'est une somme intéressante pour une entreprise. Oui. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a jamais eu de centralité de la décision en matière d'eau. Les cartes que vous allez voir à l'écran indiquent qu'il y a une multiplicité d'acteurs territoriaux. Tu l'avais dit une fois 18 acteurs. Enfin, là, on a recompté, on est plus proche des 25 que des 18. Ah bon? Parce qu'à l'époque, il y a même eu des opérateurs d'eau par commune. Vous vous rendez compte? Bon. Et ça, dans une économie moderne, avec des interactions, on va dire, multiples, ce n'est plus possible. Il faut centraliser tout ça, comme on l'a fait pour le transport. Oui. Bon. À l'époque, je vous rappelle qu'il y avait 900 taxis collectifs. Comment tu veux un truc avec 900 intervenants? C'est pas possible. Ce qui nous pénalise, c'est qu'il n'y a pas de réflexion globale, générale, sur cette thématique de l'eau, et il n'y a surtout pas de gestion technique et financière globalisée. En clair, la population se situe plutôt au sud, l'eau est au nord. Au nord. Voilà. Et on est dans des situations qui, compte tenu de la fragmentation de l'organisation, qui incitent à la triche. Mais ce n'est pas la partie majeure. Quand on rentre dans le dossier, on se dit, ouais, ça c'est mafia. Quand on regarde, c'est pas tant, c'est plutôt la bêtise humaine, on va dire ça comme ça. Ouais. Évidemment, les intérêts bien sentis de chaque opérateur doivent être sauvegardés. Ouais. Donc, ça mène à une guerre. Alors, c'est à la fois une guerre financière, c'est une guerre technologique, et c'est surtout une guerre de pouvoir. Ceux qui ont l'eau ne veulent pas forcément la partager avec ceux qui ne l'ont pas. Parce que ceux qui ne l'ont pas n'ont pas été non plus très performants dans leur gestion. Pour en avoir. Ouais. Je ne vais pas citer des noms pour alimenter. Ouais. Voilà. C'est quoi les solutions? Une autorité unique de l'eau. Alors, c'est à la fois une autorité unique de l'eau, Un prix unique. Oui, mais pas en même temps. Et un prix unique de l'eau, parce que ça passe de 3 euros le mètre cube dans certaines communes jusqu'à 5 et quelques dans d'autres communes. Le prix moyen en France, c'est 3 et quelques. Ici, on est plutôt à 4 quelque chose. Bon, donc là, il y a un scandale déjà d'équité, voire d'égalité, mais d'équité. Mais l'une des solutions, c'est bien ça, c'est de centraliser, mais surtout de réfléchir à une stratégie de gestion de l'eau. Je rappelle les chiffres. Hein. Sur notre territoire, tombent 2,4 milliards de mètres cubes par an. Et nous n'en consommons que 60 millions. On a un problème. Et on n'est pas foutu capable avec 2,4. Là aussi, il faudra quand même qu'on se mette d'accord, parce que les chiffres du président d'ici, ça a été 1,5 milliard, le premier chiffre de ceux qui tombent, et puis 90 millions de consommation. Non, donc cette autorité, non, je te donne raison. Oui, tout à fait. Cette autorité unique de l'eau va au moins rationaliser les chiffres. Tout à fait. On l'a nouillé. Ouais. Oui, mais bon, grosso modo... Mais c'est un détail. C'est un détail, mais bon, c'est quand même important. Mais à l'analyse, de toute façon, on aboutit à la même conclusion. Il y a beaucoup d'eau qui tombe sur la Martinique, il y a très peu d'eau qui est consommée. Comment on n'y arrive pas? OK? Alors, il y a cette partie mafieuse qui existe, qu'il va falloir régler. OK? Parce que l'eau, 250 millions d'euros de marché public, nos élus martiniquais, certains d'entre eux sont tentés par le fait d'échanger
l'autorisation donnée à des opérateurs d'avoir ce marché-là contre rémunération. Ok ? Je n'invente rien. Vous savez pertinemment qu'il y a eu des scandales de détournement de fonds chez certains opérateurs privés ici. Et il y a des enquêtes et des procès à venir. Bon, donc, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, ok ? Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de changer la stratégie de captation et de gestion de l'eau. Et c'est ça qui est fondamental. On a fait le tour de la question. On reviendra là-dessus, puisque le président Letchimy a annoncé pour 2027, il y a une réflexion qui est en cours, il y a une décision qui a été prise en novembre par la collectivité, par l'Assemblée de la collectivité, pour la création de cette autorité unique de l'eau. Ce que je voudrais que nous fassions dans ce dossier, c'est pas prendre le dossier et le décortiquer par petits bouts. S'exclamer parce qu'il y a 40% de l'eau perdue. Dans chacune des îles de la Caraïbe, il y a la même moyenne d'eau perdue. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements qui ont été faits par la colonie, le colon britannique, des investissements qui ont été faits ici par le néocolon français, et on se retrouve avec donc des réseaux dans toute la Caraïbe où il y a entre 30 à 60%. Il y a effectivement un chiffre important en Martinique, il faut le dire. Mais Cap-Nord te dit tranquillement, j'ai fait 11 km, j'ai déjà fait 11 km, il y a 40 km de réseau qui vont être changés, donc il y a un travail qui se fait. Au total, il y a 550 km qui doivent être changés. Bon, ça va être fait. Il ne faut pas prendre ça pour en faire un tourment mental, psychologique. Il y a en tous les cas il faut le dire, un manque drastique d'eau ces jours-ci. Ça met les choses en relief, ça les exacerbe, mais il faut savoir garder raison. Et je pense que la réunion du préfet, on dirait le papa blanc et tout ce temps, mais en fait c'est son rôle. La fonction du préfet, c'est de régler les problèmes au nom de l'État. Elle a été très juste de réunir les intervenants et d'arriver à une solution où il explique, il dit que déjà il y a un moment réellement difficile à passer, ça veut dire qu'il y a un manque d'eau crucial. Il y a effectivement un travail à faire. Il y a une intervention à faire sur les réseaux. Alors peut-être que les gens ont été négligents, peut-être que... Mais comme tu dis, c'est toi qui sors souvent cet argument, c'est que nous sommes en train d'apprendre. Exact. D'apprendre à avoir des politiques publiques et se fustiger en permanence, dire nous, nos élus et tout, ça ne sert à rien. Allons rappeler un chiffre. Hein. Ouais. Le service public français a 2000 ans. Oui. Le service public martiniquais a 60 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, il faut aller quand même vite et il faut réparer les choses. À notre tour, nous, d'être sobres, d'être pondérés et d'être peut-être à contre-temps. Jingle pour les problèmes de société. L'UNICEF France, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a publié un rapport intitulé « Grandir dans les Outre-mer ». C'est une analyse très détaillée des besoins spécifiques que l'Institut nous livre avec un nombre de décès d'enfants variant entre 3,5 et 3,9 pour 1000 naissances chaque année. La France se trouve à la queue, et il se trouve à la queue, ça serait à cause du taux de mortalité des enfants outre-mer. C'est tout ça, c'est choquant. Oui, alors c'est le rapport de l'UNICEF qui dit ce que l'on savait quand même un peu, c'est-à-dire que la pauvreté en Outre-mer est supérieure à la pauvreté sur le reste du continent. Parce que la pauvreté enfantine dépend de la pauvreté en général. Eh oui. Ça, c'est une lapalissade que de le dire. Mais rappelons que le taux de pauvreté dans les Outre-mer est de 40% quand il est de 14% sur l'Hexagone. Donc il y a un delta qui est important, qui est structurel et qui impacte fortement les enfants, qui sont les premières victimes de cette pauvreté. Alors, en effet, 6 enfants sur 10 vivent dans la précarité en Guyane. On parle de 5 000 à 10 000 enfants en Guyane et à Mayotte qui ne vont pas à l'école. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette rupture d'égalité, c'est assez effrayant. Bref, il y a ce phénomène de mortalité, de pauvreté, impacte les enfants à plusieurs niveaux, et notamment des enfants qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès aux services publics, qui n'ont pas accès à une alimentation saine. On parle réellement d'une pauvreté qui touche les corps des enfants. Donc, ce qu'il faut rappeler en effet, c'est ce taux de pauvreté
qui est le premier responsable, entre guillemets, qui crée ce niveau d'inégalité. La conséquence également, c'est l'accès aux services de base des enfants qui n'est pas du tout convenable. Alors, on revient sur notamment l'accès aux soins, mais aussi des accès des différents services publics de base, les transports, par exemple. On a des déficiences également dans ces services qui ont une répercussion naturelle sur la vie des enfants. On parle aussi d'insécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire, là, on touche réellement... Avoir des enfants qui ont faim, qui meurent de faim. Oui, et à l'école. Parce que non seulement il y a la pauvreté, mais il y a aussi le coût de la vie. On en a déjà parlé plusieurs fois ici, qui est quand même structurellement plus élevé chez nous et qui oblige les familles à faire des impasses, notamment sur l'alimentation des enfants. C'est quand même très grave. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'enfants qui vont à l'école le matin, le ventre vide. C'est une réalité. Moi, j'avais à l'époque travaillé avec l'école de la deuxième chance à Trinité et j'avais rencontré des enfants qui allaient dormir le soir dans des champs de canne et qui reprenaient leur corps le matin. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a une vraie problématique. Dire aussi que cette pauvreté qui touche les enfants a des répercussions psychologiques durables sur nos populations. On a déjà aussi évoqué ici le manque d'estime de soi que nos populations, dont nos populations souffrent. C'est aussi en partie lié à cette séquence de la vie où on est décroché par rapport aux standards de vie normale. Et puis enfin, je voudrais rajouter, parmi tous les facteurs que l'on peut évoquer, rappeler que la pauvreté était encore plus importante avant, en Martinique, bien plus importante avant, sauf qu'avant, elle était compensée par un équilibre familial qui a été rompu entre-temps. Je crois que c'est important de le rappeler parce que de ce point de vue-là, la société martiniquaise se rapproche de la société hexagonale, avec notamment des familles monoparentales qui explosent, avec des foyers qui sont beaucoup plus réduits et avec un éclatement des familles. Or, pendant très longtemps, s'il y avait une valeur constante qui maintenait quand même un équilibre, c'était ce lien familial qui est aujourd'hui fragilisé. Et d'ailleurs, ça fera le pont avec le sujet suivant, mais le sujet de la famille, qui est un sujet, je trouve, un peu décrié, mais qui est malheureusement décrié, est un sujet fondamental qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les situations familiales, je pense qu'Eddy pourrait en dire deux mots. Les structures familiales ont considérablement changé en 10, 20 ans. Enfin, ce n'est pas une évolution, c'est une rupture dans ces structures. Mais qui est extrêmement complexe. Qui est extrêmement complexe, mais tu as parfaitement raison. Mais c'est pour ça que quand on parle, bon, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est intéressant, quand on parle de réparation, c'est à la mode là. Oui. La réparation, c'est justement de combler ce déficit originel qui n'est toujours pas comblé entre une situation, on va dire, normale et une situation liée à ces déséquilibres créés par l'esclavage de l'époque. En fait, les acteurs ne sont pas partis avec le même niveau de contrainte. Voilà. Et il n'est pas tout à fait normal que dans une situation comme celle-là, que nous connaissons, une situation économique comme celle-là, il n'y ait pas de dispositif de rattrapage. C'est ça la question actuelle de la réparation, c'est de dire, si on ne fait rien en termes d'investissement public, pas pour construire des ponts, pas pour construire des ponts, L'investissement humain. L'investissement humain pour régler ce problème-là, eh ben ça va continuer. Ça va continuer et ça va surtout s'aggraver parce que nous sommes la destination de populations qui, dans leur pays d'origine, vivent une situation dramatique, je pense à Haïti, qui viennent, mais ces populations sont elles-mêmes victimes d'ostracisme et de pauvreté. Donc quand tu mets de la pauvreté sur de la pauvreté, tu obtiens une catastrophe. Ça donne le chaos. Alors, rappelez aussi que les situations ne sont pas égales dans tous les territoires d'outre-mer. Il y a quand même des différences, notamment entre Martinique et Guadeloupe,
et Guyane, Mayotte. Mayotte. Mayotte, ça conforte ce que tu dis. Il y a aussi le phénomène des populations mahoraises qui viennent rajouter de la pauvreté à la pauvreté et accélèrent le mouvement. Donc ça, c'est un Il y a un petit truc, il y a une citation. Alors tu n'oses pas, mais moi je vais le faire. Il y a une députée d'origine martiniquaise qui s'appelle Madame Petit, qui dit, lors d'une de ses visites en Polynésie, elle a vu une mère de famille pauvre, qui nourrissait son bébé avec du sirop de grenadine. Sirop de grenadine, exact. Moi, je veux dire un petit mot sur la complexité de la chose, parce qu'encore une fois, nous vivons dans une société qui est multimédiatisée, où la technologie a pris une part conséquente dans la vie. On voit même comment dans des pays d'Afrique, la technologie bouscule des habitudes. Vous voyez, ça mélangé à la fracture sociale déjà, au chômage, à la structure familiale, aux politiques immobilières de logement, aux politiques globales sociales dans les communes, tu vois. Vraiment, c'est beaucoup de problèmes. Ça renforce. Toi, tu parles de la fracture numérique. Oui, qui renforce toutes ces fois des fractures dont on parle, quoi. Donc ça donne de la complexité quand même à la chose, quoi. En d'autres termes très simples pour que tout le monde comprenne, tu nais avec des problèmes au quotidien, problèmes alimentaires, problèmes de ressources. Tu as faim. Tu vas à l'école, tu as faim. Tu sors de l'école, tu as faim. Donc, tu n'as pas donné d'argent pour la cantine. Voilà une chose très concrètement, pour qu'on comprenne ce pays. Voilà les choses à contre-pied ou à contre-temps. Et puis c'est presque institutionnalisé. C'est-à-dire que vous êtes nombreux comme ça, mais ce n'est pas acceptable quand même. Puis donne une souffrance. Et puis tu as un monde, comme dit Christian, tu as un monde technologique, virtuel. Tu as des publicités, tu as des familles qui ont 3 portables, tu as des voitures, des camarades qui sont déposés à l'école dans des berlines, de luxe et tout. Oui, je trouve que ce que voulait dire Christian, et tu as complètement raison, il y a ce volet-là, mais il y a aussi le monde qui s'individualise autour de ces objets technologiques. Mais il y a une rupture d'esprit de partage qui existait, d'esprit de solidarité qui existait, qui était structuré dans notre société martiniquaise. Tu as parlé de la famille, mais je parle du quartier, du l'environnement, du village, absolument, c'était culturel. C'était un fait culturel martiniquais qui est en train de se disloquer du fait notamment de cette vie qui se polarise à travers des outils. En parlant de quartier, je n'ai pas fini avec toi. Parlons une grande parenthèse, c'est un peu désordonné. L'affaire Mariello à Grand-Rivière, en 2 minutes. En quelques secondes, il y a un phénomène ici qui est terrible, qui est les conséquences du trafic de drogue. Ah, d'accord. C'est ça. C'est pas... On n'est pas... La vérité, il faut dire la vérité. D'accord. Grand-Rivière n'échappe pas, comme aucune commune de Martinique, au trafic de drogue. Au paradigme mortifère. Voilà. Alors, si tu peux... Mais c'est bon, mais si tu veux, mais c'est bon. Non, pour rebondir, pour apporter un autre truc intéressant, l'évolution démographique, avec l'allongement de la durée de la vie, nos structures familiales, elles étaient plus solidaires parce qu'elles étaient moins fragmentées en termes de génération. Il y avait l'enfant, les parents et les grands-parents. Ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est l'enfant, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et les aïeuls. 5 générations. Et ça a contribué à faire exploser encore plus la structure familiale. Et tu as oublié de dire 5 générations de chômeurs. Devoir de visite des pères, absents, la vision trop simpliste d'Emmanuel Macron. Tu nous le donnes un peu condensé. Parce alors pour moi, j'ai envie de placer cette thématique dans la suite de ce que je viens de dire, parce que c'est à peu près le même sujet. Emmanuel Macron dit une chose, il dit il faut que les parents, les 2 parents, le père et la mère, contribuent de manière équivalente, équilibrée à l'éducation des enfants. Au fond, c'est ce qu'il dit. Et même quand il y a rupture, divorce, etc., il ne faut pas exonérer l'un des 2 à son rôle d'autorité. Et il part du principe que, là encore, que notre société se fragilise du fait que, la société se fragmente avec des familles monoparentales, d'une part, et 2, que cette rupture exonère l'un des 2 dans son rôle de parent, qui est un rôle qu'il doit assumer quoi qu'il arrive. Et donc il dit qu'il faut remettre le père dans son rôle, et notamment en imposant un devoir de visite. Alors, il y avait le droit de visite, maintenant ça devient le devoir de visite au père. Alors, fausse bonne idée ou pas, moi je ne porte pas de jugement, je crois que sur le fond il a raison. Le principe
qui consiste à dire ne pas laisser une mère seule assumer à 200% la charge lourde dans nos sociétés tendues de gérer les enfants. Donc contraindre le père à jouer son rôle, ça me paraît être une question de principe qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. La seule question, c'est de quel père parlons-nous? Si c'est un père violent, etc., bien évidemment, il ne faut pas qu'il rentre dans le processus, mais c'est pareil pour une mère aussi. Le parent qui sort de son rôle de parent bienveillant, eh bien, il n'est plus de ce point de vue-là un parent digne d'élever son enfant. Enfin, et là, la société doit mettre les garde-fous qui existent. Les services sociaux. Absolument. Mais je crois que cette déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre, elle a le mérite de rappeler un principe. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre société irait mieux si les grands principes de la famille revenaient. Parce que je trouve que notre société dérive, s'individualise. Le collectif autour d'un enfant qui est constitué de 2 parents. Alors, à mon époque, c'était un papa et une maman. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Mais en tout cas, 2 personnes autour d'un enfant, ça me paraît être un équilibre nécessaire pour un enfant dans une société qui est par ailleurs extrêmement tendue. D'après les données de l'INSEE de 2020 en Martinique, 25% des ménages sont des familles monoparentales, contre 9% en France. 25% ici, 9% en France. Cela représente environ 42 000 familles monoparentales. La plupart du temps, le parent isolé, c'est la maman, à 80%, on le sait, on le sait de visu. Les familles monoparentales ont tendance à être plus nombreuses que les autres types de ménages. 38% d'entre elles ont au moins 3 enfants, contre 23% pour l'ensemble des ménages martiniquais. Jingle, jiggle, on va... musique, question. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un pianiste qui s'appelle Gilles Rosine. Alors, on connaît Polo, on connaît moins Gilles, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il est, je veux dire, sur les scènes. Alors, Gilles, c'est le fils ou frère de Polo Rosine. Okay? Donc, d'ailleurs, son père était guitariste, il jouait de la guitare. Si Polo jouait du piano, le père de Gilles jouait de la guitare. Donc, Gilles a grandi dans cet environnement familial. Et il me dit, Christian, tu ne peux pas savoir, quand Polo venait à la maison, on dit les bœufs ou les bœufs. Bref, en tout cas, il y avait des séances musicales et il me dit, je scrutais les mains de Polo. Je le regardais avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Alors Gilles, rapidement comme ça, il a été un peu autodidacte et puis il a pris des cours avec Justin Bélance, que je veux saluer au passage, puisque Justin a travaillé beaucoup avec nous, était professeur. Ensuite, il est allé à l'école normale de musique de Paris. Et puis, il nous est revenu il y a quelques années, on va écouter un premier album qu'il a fait, avec une mazurka qui s'appelle « Laissez rouler », et qui est merveilleusement chanté par Luc Labonne. Pas imaginer ça, moins car il sentit le regard sourire dans moi. La vie toujours plus belle, moins content, moins savoureux, mais moins toujours, même si la vie arrête, même si nous pas qu'à rêver encore, malgré nos êtres humains, l'essentiel toujours là, nous remet pour la vie. Vous avez aimé, j'espère. Ah oui. Eh bien, voilà. C'est Gilles Rosine. Vous voyez la griffe, vous voyez le phrasé, vous voyez la complexité du jeu, aussi l'enracinement dans cette mazurka, bien joué, bien chaloupé. Et puis, mélodiquement, c'est joli, parce que la voix de Luc aussi, elle porte beaucoup. Et Gilles, ça a toujours été cette démarche. C'est pas une démarche de facilité, c'est pas une démarche de complexité, mais c'est une démarche d'exigence.
d'exigence par rapport à ce qu'il joue, par rapport à sa lecture de la musique, par rapport aussi à son enracinement, parce que, encore une fois, Gilles ne fait pas les choses de manière trop facile. Alors, il a beaucoup rendu hommage à Polo, et d'ailleurs, je vais vous inviter à écouter, l'an dernier, on avait fait ça au Lamentin, je crois, un hommage à Polo Ozine, avec Gilles Ozine et Joël Vielé. On soufflait, d'un moment il paraît ni canal ni la rive. Soleil, où c'est lavé nous prions même surpris les ou pas là. Mais en l'embellique, fallait m'en profiter, la pluie a fini. Pas d'où j'avais de mon fifi, les gars, petit chance si bas, ouais, pour s'enfuir. Oh yo yo, pantalon moins rossé, des souliers moins dans l'or même moins, à conditionner la rivière moins caille, jambé, mi coup de fer, mi ton air. Voilà, ça c'était un hommage qu'on avait rendu. Alors, je reprécise, hein, Gilles, c'est le neveu de Polo aussi, oui. Hein, puisque c'est Voilà, fils de son frère. Alors Gilles, on l'a vu, c'est un peu tout ça. Et là, nous avons effectivement rendu hommage à Polo Ozine l'an dernier à travers notre association, le CMM, et nous avons effectivement enregistré. Et il était la personne désignée. Absolument, tout à fait, complètement. Alors Gilles, c'est aussi un arrangeur. C'est un gars qui a beaucoup de capacités de direction d'orchestre également. Hein, je l'ai dit, il a une vélocité technique, il a un langage, il a un phrasé qui lui ressemble bien. Il est parti en Polynésie il y a quelques années, parce qu'il travaillait au sein de l'Éducation nationale. Il a voulu faire une expérience ailleurs, quoi. Il est resté, je crois, 3 ou 4 années en Polynésie. Et alors, il m'a dit, Christian, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il n'y a pas autant de musiciens que chez nous. Hein, voilà. Il y a plutôt des musiciens de tradition. Voilà. On va écouter un troisième titre, puisqu'il a réalisé plusieurs albums. Non, le troisième titre, c'est Oro Marotte. Hein, qu'il a interprété à l'Atrium dans le cadre d'une manifestation organisée autour de Polo Ozine par Tony Chasseur. Mes amis, mes wowo, ti volon manzel fifia, qu'avant nous ka pistache, devant la porte cinéma. Pistache la pas qu'avant, femme l'en gagnant de jour travail. Malheureuse la tribun, voyez monsieur apprendre l'école. Belle ici dernier cri, wowo pâté manché aïen. L'école la ka marché, wowo premier tout le monde content. N'en fifi gros c'est ça, la tête pas capoté encore. Wowo dit c'est docteur il est fait, il qu'a songé papa wowo, il s'importe la quitter, depuis wowo tout petit. Alors, merveilleuse chanson, Oro Marotte, avec toute une histoire. Enfin, je crois que quand même les mélomanes ont compris le sens historique de cette chanson, la description aussi de l'itinéraire de ce Wowo, hein, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, un petit salut à Alex Bernard qu'on a vu en contrebasse, à Ludovic Louis aussi, qui joue avec Big In Jazz Collective, qui était à côté de Tony Chasseur. Voilà. Alors, on va continuer avec autre chose, puisque Gilles, c'est aussi une expérimentation de musique, disons, de musique inventive. Il a un concept qui s'appelle Madine Extension, donc qui exprime en tout cas sa projection. Et on va écouter ce titre Madine Extension sur un de ses albums. On l'avait essayé. Oui.
Mais moi, je porte à l'attention du téléspectateur la réflexion d'Eddie. Je pense qu'on devrait faire écouter ça aux enfants. C'est à quoi je lui ai répondu qu'on avait essayé à Begin Jazz. Voilà, tout à fait. Mais on va continuer. Alors, il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir Bitova Oba à Sainte-Marie dans le cadre effectivement d'une manifestation agricole. Et j'étais très heureux de voir Gilles Wozine autour de lui. Et je vais vous raconter que j'ai appris cette manifestation sur Facebook par un truc que Gilles Wozine avait posté. Et dans le post de Gilles Wozine, je vois Albici, Jean-Marc Albici, qui regarde Gilles Wozine. Comme s'il regardait Polo. Ouais. Et je vois Jean-Marc, je lui ai dit, mais j'ai capté ton regard. Il me dit, tu as vu mon regard? Non, je lui dis, c'est des choses importantes, parce que Polo Wozine a joué beaucoup avec Jean-Marc Albici. Donc, on va terminer donc, en rendant bien évidemment hommage à ce compositeur, à cet homme extraordinaire. Alors, je rajoute aussi qu'il donne des cours, il est un peu à l'Éducation nationale, mais il donne aussi des cours à la Coussemblée, l'école de musique de Schellcher. Donc voilà, Gilles Wozine. Alors on va écouter un dernier titre. Ce sera toujours Contretemps, mais dans une formation orchestrale. Avec Joël Viellé encore? Non, avec, je crois que c'est Tony, mais enfin dans une formation orchestrale. Et surtout, j'ai tenu à aussi vous proposer ça parce que il y a un déploiement d'une introduction qui est assez techniquement, qui est intéressante et qui caractérise bien Gilles Wozine. Voilà, Gilles Wozine. Alors, on parlait, si tu permets, moi, mon rêve, c'est que nous ayons une dynamique dans l'hôtellerie, dans le tourisme qui soit suffisamment performante pour accueillir 2-3 millions de touristes, enfin, excusez-moi, et puis que nos pianistes soient tous les soirs dans les hôtels. Parce qu'on a beaucoup de pianistes. OK, il faut les faire jouer, il faut qu'on aille dans des festivals à l'extérieur. Ça, c'est mon idée d'agence de l'économie culturelle pour pouvoir... Il y a des pays qui ont fait ce choix-là. Il faut qu'on le fasse, c'est celui du soft power. Oui, tout à fait. C'est ça le soft power, c'est l'intelligence. Mais nous avons beaucoup de pianistes. Je pense que le secteur touristique aussi doit pouvoir accueillir des pianistes. Vous savez qu'à même à côté de chez nous, il y a des pianos à queue dans les hôtels. Il n'y a pas un hôtel ici. Un pays comme Cuba, dans tous les coins d'hôtels. Voilà, c'est ça. Donc la musique doit rentrer dans l'offre de façon intelligente, de façon structurée et de façon économique. Voilà. Alors, c'est ce que je voudrais dire, c'est pas pour être à contre-temps. Il faudrait qu'il y ait de l'eau dans les toilettes, il faudrait qu'il y ait aussi des transports publics, il faudrait aussi qu'il y ait moins d'embouteillages, il faudrait aussi qu'il y ait un peu moins de pollution. Il y a du boulot, n'est-ce pas? Il y a du boulot. Je vous remercie pour votre attention hebdomadaire. Je remercie mes petits camarades. Nous déplorons l'absence de Daniel. Ce sera la semaine prochaine. On donne rendez-vous à bientôt à midi, le Freeman du groupe. Et je salue à nouveau toute l'équipe de techniciens, Jean-Yann, webmaster, David, qui n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs. On va saluer Mehdi, et puis Max Monrose, Flore, Filias. Et bon anniversaire. Et puis bon anniversaire à Zitata. À la semaine prochaine.